Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité, c'est 100% Alsace, 100% régional. Et dans l'actualité, Sabrina Keller, la présidente de Femmes de Foot sur ce plateau, accueillera dans quelques instants Sébastien Spreux, c'est le papa du petit Victor que vous voyez. Il nous racontera son histoire. Tanguy Flores et l'actu de Chap avec Meet Me Pins. C'est ce petit pins vert pour aider les célibataires à faire des rencontres. Yves Vanzy. Pour le rendez-vous du livre et du film, c'est les 1er et 2 mars. On découvrira une part de la programmation et elle a triomphé dans la nouvelle star. La chanteuse Camisa Negra avec son nouveau single Démon sera sur ce plateau avec un petit live accompagné à la guitare par Diaz. Ça sera en fin d'émission. Avant cela, le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous et dans ce JT, le 56e salon de l'agriculture bat son plein à Paris. 11 producteurs et éleveurs représentent l'Alsace cette année et jusqu'à dimanche, nous sommes allés leur rendre visite. Le Haut-Rhin serait le département français avec les écarts de salaire les plus importants entre les femmes et les hommes. Comment lutter contre ces inégalités dans les entreprises? Le gouvernement a mis en place un index, on vous expliquera comment ça marche. Et puis nous avons rencontré le maire de Grande-Synthe, cette commune du nord de la France où un revenu minimum social garanti devrait bientôt être expérimenté. De passage à Schiltigheim, Damien Carré nous explique son fonctionnement. Le salon de l'agriculture à Paris bat son plein, c'est la 56e édition. Comme chaque année, plusieurs agriculteurs et producteurs alsaciens ont fait le déplacement. Nora Boiriois était ce matin à l'inauguration du stand de la région Grand Est. Objectif affiché, mettre en avant l'agriculture de demain et la diversité des produits. 32 millions d'euros, c'est la part consacrée à l'agriculture dans le budget régional cette année, avec quelques priorités comme la méthanisation. Cette méthode de production de biogaz à partir de déchets organiques était au cœur des discussions lors de l'inauguration du stand Grand Est ce matin. Pour accompagner ce processus, 40 millions d'euros supplémentaires ont été mis sur la table par le Grand Est. Qui permet aujourd'hui à nos agriculteurs d'espérer avoir plus de valeur, d'avoir un salaire complémentaire. Il ne faut pas que ça devienne une nouvelle forme d'agriculture, il faut que ce soit complémentaire aux exploitations du moment. 40 millions et en plus de cela, des aides spécifiques dans un schéma régional qui se traduiront par des subventions, des avances sous forme de prêts remboursables, des montées au capital de société, voire un fonds régional sur les projets les plus importants qui sera en capacité de venir aider les agriculteurs. Au cœur du Hall 3, l'espace Grand Est de plus de 1000 m² met en lumière la diversité des produits et le savoir-faire des producteurs. Cette année, 11 viennent d'Alsace, parmi eux la brasserie artisanale strasbourgeoise Perle. Les visiteurs viennent pour boire une bonne bière d'Alsace et ils viennent chaque année, ils nous retrouvent. Donc on a en quelque sorte des clients fidèles qui viennent chaque année et puis qui font le tour du carré Alsace. Maintenant Grand Est pour aller picorer des biscuits, pour manger une petite tarte flambée, etc. Depuis 3 ans, les stands alsaciens sont sous la bannière du Grand Est. Mais grâce au panneau Alsace, les 700 000 visiteurs attendus jusqu'au 3 mars ne pourront pas rater les produits alsaciens. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. On prend tout de suite la direction de la place du Château à Strasbourg où se tient un rassemblement contre l'antisémitisme. Il fait suite au rassemblement qui avait eu lieu mardi dernier. Cécile Motz est sur place. Alors Cécile, comment est-ce que cela se déroule ? Oui, Anna, comme vous pouvez le voir derrière moi, ils sont plusieurs centaines de Strasbourgeois à s'être réunis ici, place du Château, pour dire à nouveau non à l'antisémitisme. Alors on retrouve ici des adultes, des enfants, des personnes âgées, des familles de confessions différentes qui ont répondu à l'appel des différents cultes de Strasbourg. C'est un moment de veillée, de prière. Vous le voyez derrière moi, ils sont plutôt silencieux. Un moment de prière a commencé. Maintenant, ça va reprendre en début de soirée, juste avant le rassemblement. Un flyer a été distribué. C'est un dessin de Tommy Ungerer qui représente une colombe
avec un brin d'olivier et on le voit ici, il y a aussi une lumière. Et la lumière justement c'est un des éléments forts de ce rassemblement, chacun en tient une, que ce soit bougie, portable ou encore briquet. La lumière est donc le symbole fort de cette soirée. Les élus sont ici aux côtés des différents représentants des cultes religieux et ces représentants ont pris la parole un peu plus tôt dans une déclaration commune. Chacun a parlé une ou deux phrases à tour de rôle. Ça commence avec la présidente de l'association hindouiste, le représentant de la communauté Baha'i, les orthodoxes, les bouddhistes, mais aussi le président du conseil régional du culte musulman. Catholiques et protestants ont également été là pour suivre la déclaration. Et bien entendu, les deux grands rabbins, celui de Strasbourg et de Colmar, étaient également présents. Alors les mots forts de cette déclaration commune, c'était donc la paix, le respect, l'amour, le non à la haine, le non à l'obscurantisme et l'unité. Voilà la volonté de donner ces messages forts lors de cette soirée. Plus tôt dans la journée, nous nous sommes rendus au diocèse de Strasbourg où nous avons rencontré le vicaire général, Jean-Luc Liénard, qui nous a donné les raisons de ce rassemblement interreligieux, une haine qui touche finalement toutes les religions, et on l'écoute tout de suite. Nous, les religions présentes en Alsace, nous refusons cette montée de l'antisémitisme et de toute forme de violence. Il ne faut pas oublier que les Juifs sont nos frères aînés dans la foi. Donc on ne peut pas rester ou indifférent ou se désolidariser par rapport aux menaces qu'ils vivent sur notre territoire national. Nous sommes bien, nous les religieux, insérés dans cette société qui est la nôtre, où nous constatons la montée de la violence d'une part et les impasses dans lesquelles nous sommes quant à la formation, quant à l'éducation. Et il faut se rassembler pour dire qu'est-ce qui nous fait vivre ensemble et pourquoi nous voulons vivre ensemble. Le Haut-Rhin serait le département dans lequel les écarts de salaire entre femmes et hommes sont les plus importants. L'écart moyen dépasse les 22%, alors qu'il est de moins de 19% dans le reste de la métropole. Alors que faire pour lutter contre ces inégalités au sein des entreprises ? Le gouvernement a récemment mis en place un index de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il se calcule selon plusieurs critères et détermine si oui ou non l'entreprise respecte l'égalité salariale. Ce matin se tenait une réunion d'information à la préfecture du Haut-Rhin à destination des entreprises afin d'expliquer comment cet index est calculé. Explication donc tout de suite du dispositif avec Thomas Cap, il est responsable de l'unité départementale de la DIRECT, la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Auparavant, la législation prévoyait simplement une obligation de se pencher sur le sujet de l'égalité, soit d'aboutir à un accord avec les organisations syndicales, soit que l'employeur fasse un plan seul, mais on ne s'intéressait pas aux résultats concrets et aux écarts de rémunération. Alors il y a 5 indicateurs pour les entreprises de plus de 250 salariés. Le premier indicateur, c'est l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Le deuxième indicateur tient aux augmentations accordées aux femmes et aux hommes. Le troisième indicateur porte sur les promotions dont bénéficient les femmes et les hommes. Le quatrième indicateur, c'est sur les augmentations de salaire pendant le congé de maternité. On va vérifier que les femmes, à leur retour de congé de maternité, bénéficient de la moyenne des augmentations accordées aux autres salariés. Et le dernier indicateur porte sur les 10 plus hautes rémunérations. On sait que les femmes sont moins présentes dans le haut de la hiérarchie des entreprises et on va regarder ce qu'il en est des 10 plus hauts salaires et mesurer les écarts entre hommes et femmes. Les entreprises de plus de 1000 salariés doivent rendre public leur index de l'égalité pour ce vendredi 1er mars. Les entreprises de 250 à 1000 salariés disposent, elles, d'un délai plus long. Elles ont jusqu'au 1er septembre. Enfin, entre les deux, les entreprises de 50 à 250 salariés auront jusqu'au 1er mars 2020. Sur son territoire de 23 000 habitants, Damien Carême, le maire de la commune de Grande-Synthe dans le nord de la France, a engagé une politique locale de transition écologique et solidaire. Et parmi les mesures phares de son programme, il veut instaurer un revenu minimum social garanti. Nous l'avons rencontré hier à l'occasion de son passage à Strasbourg et Schiltigheim. Camille Roland. Venu partager son expérience, le maire écologiste Damien Carême a rencontré hier soir des Strasbourgeois élus et engagés. En mars prochain, le maire de Grande-Synthe souhaite faire voter au conseil municipal le revenu minimum social garanti. Dans sa ville près de Dunkerque, 17,8% des foyers vivent en dessous du seuil de pauvreté, une situation que le maire souhaite enrayer.
L'idée étant de faire sortir les gens de cette angoisse sociale dans laquelle ils sont tous les mois quand ils sont en dessus du seuil de pauvreté à 855 €. C'est pas grand-chose. Et vraiment, les gens sont dans l'angoisse permanente de savoir tout le temps comment ils vont payer leur loyer, comment ils vont payer leur facture énergétique, comment ils vont payer la part alimentaire pour nourrir leurs enfants, par exemple. Et donc, c'est une allocation qui prendra tous les revenus de la famille et qui mettra le différentiel pour les amener au-dessus de ce seuil de pauvreté. C'est une manière de lutter contre la pauvreté aussi sur la ville. Et ça ne s'adressera pas qu'aux gens qui sont aux minima sociaux, ça s'adressera aussi aux travailleurs pauvres. Ce sont des aides sociales qui prendront différentes formes. Une aide à la mobilité, une aide à l'énergie, une aide au loyer, une aide à l'alimentaire. Les allocataires pourront recevoir le premier versement à partir de mai prochain, entre 100 et 400 € de complément de revenus par mois. Un dispositif qui interpelle avec une interrogation majeure, comment financer un tel projet ? On a beaucoup investi dans des économies d'énergie et que cette année, notamment, on arrive à la fin de ce plan-là et on a de grosses économies qui ont été faites sur l'éclairage public, par exemple. On est à plus de 600 000 € quand je prends la consommation plus les contrats de maintenance, entre 6 et 700 000 €. Et on va affecter toute cette somme à ce minimum social garanti. Près de 2 millions d'euros seront nécessaires pour mettre en place le minimum social garanti à Grande-Synthe. Et pourquoi pas importer ce modèle à Strasbourg ? Étant engagé dans une écologie solidaire, il fallait qu'on puisse en parler ouvertement, publiquement, pour voir comment cela était possible et surtout si nous pouvions en tirer des enseignements pour une période prochaine. Certes, sur une commune de 24 000 habitants, il est quand même plus facile d'élaborer une réponse stratégique à l'échelle d'une commune comme Grande-Synthe qu'à l'échelle de Strasbourg. Néanmoins, on peut s'inspirer d'une dialectique, disons, qui peut se rapprocher ou au moins partiellement y répondre. Damien Carême était ensuite invité par la ville de Schittigheim pour présenter le film Grande-Synthe. Si 594 km séparent les deux communes, elles ne sont pas éloignées sur tous les sujets. Ce qu'on vit aujourd'hui à Grande-Synthe, avec cette population de réfugiés, de migrants qui fuient les guerres, qui fuient les dictatures, qui fuient le terrorisme, demain, ils devront fuir le réchauffement climatique. On a de la place pour faire vivre tout le monde sur cette planète. Je pense que nous avons beaucoup de points communs avec Grande-Synthe, notamment nous sommes une ancienne ville industrielle en pleine transition et que nous sommes preneurs d'idées, que Grande-Synthe nous a un peu montré la voie. Et voilà, nous avons des attentes par rapport à la reconversion écologique et solidaire de notre commune. Je pense que si c'est possible à Grande-Synthe, 23 500 habitants, si possible à Schittigheim, 32 000 habitants. Voilà, on est prêt à étudier la question en tout cas. À Strasbourg comme Schittigheim, l'exemple de la municipalité écologiste de Grande-Synthe donne des idées. Alors que 2020 et les élections municipales approchent à grands pas, le revenu pourrait bien être dans les propositions des écologistes strasbourgeois. C'est à 14h11 dimanche 10 mars que s'élancera la cavalcade du carnaval de Strasbourg. Un cortège qui sera composé de 37 éléments dont 10 engins roulants baptisés Bidulos. Mais cette édition se veut plus participative. Enfants et parents sont invités à prendre part à l'événement. Adeline Piron. Et toi, tu te déguises en quoi ? Question fréquente et existentielle de beaucoup d'enfants à l'approche du carnaval. Le 10 mars prochain, monstres, chimères et carabistouilles défileront dans les rues de Strasbourg. Un cortège composé de 37 groupes et de 10 machines animées, les Bidulos. Bidulos créés par des artistes plasticiens de l'association Arachnima. Ces êtres fantastiques et un peu bizarres, il faut le dire, apporteront du soleil avant l'arrivée du printemps. Le but initial de carnaval, c'est de chasser l'hiver. Donc on va essayer de faire la même chose, c'est-à-dire d'avoir un moment de joie, de fête très coloré, très diversifié, avec du bruit, avec de la musique, avec de l'ambiance, avec des bonbons. On aura 600 kilos de bonbons qui seront distribués. L'idée pour nous est vraiment d'avoir une cavalcade qui soit très différente, très variée et qui soit d'abord un joyeux moment de plaisir et de pagaille dans la ville. Le top départ de ce joyeux moment sera donné à 14h11 Parc de l'Étoile. Et si vos petits monstres veulent faire partie du cortège, il ne vous reste plus que jusqu'au 6 mars pour les inscrire et leur trouver le déguisement. Pour les adultes qui aimeraient participer à l'organisation du carnaval, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain. Et on termine ce journal avec l'image du jour d'Oliviane.
Beau doublé alsacien aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. 2 brasseries de notre région ont vu leur production récompensée par le très sélectif Concours général agricole. La brasserie artisanale Blessing de Waldembach remporte la médaille d'argent pour sa démoniaque, une stout qui avait déjà décroché le prix d'excellence. Et puis la brasserie Météor remporte également une médaille d'argent pour la Météor Hefeweizen, bière trouble au malt de froment. Voilà pour l'excellence alsacienne. Merci beaucoup Anna pour ce JT. Et on accueille le plateau Alsace 20, Tanguy Flores, Sabrina Keller, présidente de Femmes de Foot, accompagnée de Sébastien Spreux et notre invité Yves Vancy pour le rendez-vous du livre et du film. C'est les 1er et 2 mars. Que tout le monde s'installe. Sachez que nous accueillerons juste après dans un deuxième plateau la chanteuse Camisa Negra et Diaz le musicien. Et ils interpréteront un live sur ce plateau. Pour l'heure, la météo. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien, c'est une matinée en ce mercredi ensoleillé si vous êtes dans le nord du Bas-Rhin, ainsi que chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg, quelques passages nuageux près de Strasbourg et beaucoup de brouillard sur l'ensemble du Haut-Rhin ainsi qu'à Bâle. Les valeurs matinales, eh bien 4 degrés absolument partout. On passe à votre après-midi, eh bien le soleil sera bien présent où que vous soyez sur les 3 territoires et les valeurs dans l'après-midi, regardez, il fera jusqu'à 19 degrés si vous êtes à Wissembourg ou encore à Pratteln, 18 degrés sur le reste de l'Alsace et 17 degrés chez nos voisins allemands. Votre journée de jeudi, eh bien, du soleil en Alsace, quelques passages nuageux aux frontières rhénanes et des valeurs qui iront jusqu'à 18 degrés, notamment si vous êtes dans le Bas-Rhin. En ce mercredi, nous célébrons les Honorines. Bonne fête à toutes. Le soleil se lèvera à 7h15 pour nous dire au revoir à 18h08. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et l'invité de la rédaction ce soir, Yves Vancy. Comment allez-vous Yves ? Ça va, merci. On est ravis de vous accueillir. Vous organisez le rendez-vous du livre et du film. C'est les 1er et 2 mars, donc fin de semaine. Et c'est un rendez-vous qui est destiné, j'ai lu dans le dossier de presse, aux handicapés et valides. C'est quoi l'enjeu de créer une sorte de festival, une sorte de rencontre, on va dire, pour les handicapés et les valides ? Eh bien, tout a commencé lorsque nous étions partis en Sibérie il y a 2 ans, où on a traversé la Sibérie. Le nom de l'expédition s'appelait Défi Baïkal. Ça a donné un film qui s'appelle Défi Baïkal, qui a été nominé dans plusieurs festivals et qui a gagné 2 prix. À chaque fois que nous étions invités dans des festivals, on se rendait compte que les films étaient forcément pour des voyants, mais ce n'était pas accessible forcément à nous qui étions malvoyants et des sourds avec qui nous étions. Vous êtes malvoyant ? Je suis malvoyant, oui. Et après, on s'est dit qu'il fallait peut-être créer un festival où on avait et les valides et les sourds et les malvoyants et les non-voyants dans un festival où on ne parlerait pas que de handicap. Parce que si on parle d'un festival où il n'y a que des personnes handicapées, il n'y a que les handicapés qui viendront, il fallait plutôt trouver une mixité de festival où tout le monde trouvait sa place. Voilà, vous dites que ça doit devenir le rendez-vous incontournable de l'accessibilité à la culture. À tout moment et pour tous. Bien sûr. Ça, c'est très simple. Et alors, quand on dit à tout moment et pour tous, c'est qu'effectivement, il y a les enfants, il y a les ados, les malvoyants, les non-voyants, les voyants, les sourds, les dyslexiques et les valides. Là, il ne manque plus personne dans la société, on est d'accord ? Si. Il y a quand même des personnes handicapées moteurs, il y a des autistes. C'est quand même des handicaps où on veut que ça devienne universel, le festival, mais c'est des handicaps que nous, on connaît bien, on va dire, le handicap visuel et la surdité. Mais l'idée, à long terme, on veut que ça soit un festival qui soit accessible à tous les handicaps. On part déjà quand même pour un projet quand même assez innovateur. L'idée, c'est pas juste de présenter, mais c'est aussi de partager de la culture, des livres, des films entre des personnes qui ont un handicap et celles qui n'ont pas de handicap, c'est ça ? Oui, bien sûr. Alors, quand on parle de livres et de films, il faut savoir qu'aujourd'hui, le livre audio, par exemple, tout le monde lit les livres audio. Ce n'est plus des personnes... Non, avant, c'était destiné qu'aux personnes handicapées visuelles ou des personnes d'un certain âge. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable plaisir de lire, d'écouter des livres audio. Et donc, on s'est rendu compte que pourquoi penser seulement... Bon, c'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais le grand public, de plus en plus, s'habitue aux livres audio. On s'est dit qu'on pourrait justement mixer les publics avec des personnes handicapés visuels et des personnes valides qui écoutent des livres ensemble et qui écoutent des lectures publiques. Et du coup, il y a aussi beaucoup d'œuvres, des cours notamment avec des sous-titres.
aussi. C'est-à-dire, tous les films en sont audio-description, tout est sera sous-titré. lu raconté en fait. Tout sera sous-titré, tout sera en audio-description. Nous avons même prévu deux personnes qui vont signer si les films ne seront pas audio décrits, donc ils signeront en direct. Ça ne devrait pas être la norme, ça, partout dans tous les festivals. Bah, il aimerait bien. Oui, mais il faut savoir que le handicap est encore au second plan, mais il faut que des associations comme la nôtre... Ça veut dire que ça peut marcher, ça peut exister. Ça va marcher. Ça doit exister. Ça va marcher. Alors, un petit mot sur Claque. On va voir les 30 secondes de Claque. Oui. C'est un court-métrage. Oui. C'est un succès partout. Il a pris combien de prix? Il a 33 prix. 33 prix sur 44 festivals. Oui. Voilà, c'est pas mal quand même. Il vient, il gagne. C'est ça. Fabien Arras, c'est d'ailleurs l'un des parrains du festival, et Michel Rimbaud. Fabien Arras, justement, c'est un jeune réalisateur qui monte en puissance en France et même international, et il a accepté d'être parrain de l'événement, et son film sera projeté 2 fois. Et tous les acteurs seront là d'ailleurs. Voilà, et bien justement, qu'est-ce que ça donne Claque? Regardez. C'est une blague, non? C'est une blague, non? Écoute, je veux me suicider. C'est un court-métrage et donc la bande-annonce était courte. Voilà, on allait le faire. Il y a un rapport avec le handicap sur Claque? Pas du tout. Un petit peu, je préfère que les gens découvrent. C'est le handicap en même temps parce que c'est le suicide, c'est Alzheimer, les difficultés de la vie. Les difficultés de la vie et les parents qui n'acceptent pas de devenir handicapés devant leurs enfants et que leurs enfants deviennent leurs parents en même temps. Ça parle un peu de ça dans le court-métrage. Un petit mot, vous allez nous en dire avant qu'on envoie un petit extrait. Au-delà du regard, c'est un long-métrage du coup. Tout à fait, c'est notre coup de cœur parce que ça nous a rappelé exactement notre expédition en Sibérie, parce que la Sibérie pour nous c'était le lac Baïkal d'abord, c'était pour nous une consécration, déjà par rapport à notre association, et ici pour nous c'était pour nous qu'on puisse se découvrir nous-mêmes. Et au-delà du regard, c'est exactement comme l'effet Baïkal. Nous, on était des personnes, des trentenaires, la plus jeune avait 24 ans, mais c'est la même chose, mais ce sont des enfants malvoyants, non-voyants et voyants qui traversent les airs de 13 à 17 ans. C'est quand même un film qui vaut le coup d'être vu, parce que c'est une grande leçon d'amitié, de résilience et des dépassements de soi donnés par des enfants. Voilà, et ça se passe effectivement dans le désert de Tunisie, avec une réflexion dans le film que j'ai trouvé très drôle. Quand on voit bien, ce qui est mon cas, on ne se rend pas compte qu'il y a des trottoirs dans la rue, il y a des poteaux, il y a des choses comme ça. Et les petits gamins qui marchent dans le sable, ils sont pieds nus, ils disent « Mon Dieu, c'est génial !» Il n'y a aucune aspérité, enfin tout est doux, tout est tranquille, regardez. C'est exactement ce qu'on a eu quand on était en Sibérie, sur le lac, on ne voit rien, et on a juste envie d'avancer parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Ça, c'est que du bonheur. Tout à fait. Extrait. Demain vol d'hirondelles. Est-ce que des fois, enfin les autres, ils se demandent quand même, enfin, pourquoi tu vois pas, ou enfin voilà, mais qu'ils te le disent pas forcément. Mais comment tu fais? T'as vu? Voilà, on sent le pur bonheur là, de marcher, il n'y a rien qui peut altérer le plaisir. Allez, 30 secondes pour nous parler de ce programme tout public. Les temps forts, on a vu à l'instant, on a vu Claque, on a vu ce film Au-delà du regard, l'un ou l'autre temps fort encore. C'est 86 galets pour l'Himalaya, c'est l'expédition qui a été organisée en hommage aux victimes de l'attentat de Nice, donc organisée par Noël Smara. Et ce film a été tourné partout du côté de la Côte d'Azur, et c'est un film qui mérite d'être vu aussi parce que c'est en rapport avec les événements qui sont passés à Strasbourg. Et le film, c'est la petite histoire, c'est que c'est 86 galets qui portent le nom des victimes, qui ont été confectionnés par les écoliers niçois, et un groupe de 16 marcheurs sont partis en Himalaya du côté d'Himachal Pradesh pour poser ces galets et pour rendre hommage aux victimes. Les galets de la promenade des Anglais, tristement célèbre. Exactement. 1er et 2 mars, ça va se passer le rendez-vous du livre et du film. Ça se passe dans 2 endroits, salle de l'Aubette et cinéma Vox, ça s'inscrit. Librairie Kléber aussi. Et Librairie Kléber, voilà. Et le site internet, c'est affiché. Vous avez toutes les infos. Yves, vous restez avec nous. Place à présent à Sabrina Keller, présidente de Femmes de Foot. Mesdames, nous avons les voitures que vous adorez. Réservez votre essai chez Caravenu, partenaire de Femmes de Foot. Et chaque semaine, quelqu'un a l'honneur. Ouais, bonsoir Lionel, bonsoir à toutes et à tous. J'ai déjà évoqué sur ce plateau les mamans, courage.
Ce soir, j'ai un coup de cœur pour un papa qui a fait de sa vie un combat pour son fils. Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le papa de Victor, qui est né en novembre 2012. Il va avoir 7 ans, ce petit garçon. Et dès la naissance, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a déjà quelques soucis. C'est ça. En fait, à sortie de la maternité, notre fils n'a pas évacué son méconium. Donc les mamans sauront ce que c'est. Oui. C'est les premières selles. C'est les premières selles. Et il n'a pas pu faire ses selles. Et depuis qu'il est né, donc on a fait de multiples passages aux urgences, puisqu'il faisait des grosses fièvres, donc des bouchons, et on devait à chaque fois aller aux urgences pour qu'il puisse avoir des lavements ou des laxatifs sans pouvoir évacuer. Votre quotidien, en fait, pendant quelques années, ça a été entre le boulot, les urgences, et effectivement, on ne décèle rien dans les hôpitaux. C'est ça. Ce qui est vraiment compliqué, c'est que les médecins avaient beau chercher, ne trouvaient pas. On ne trouvait pas non plus, donc on se pose 1 milliard de questions. Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est la faute Est-ce que c'est le lait qui n'est pas bon? Parce qu'on voilà. peut croire que c'est un problème de lait. On nous a dit que le lait n'était pas bon. Peut-être que c'était nous qui étions des mauvais parents, on l'a entendu aussi. Est-ce qu'on l'hydratait pas correctement? Est-ce qu'on faisait pas ce qu'il fallait pour aider notre gamin? Donc forcément, on se sent coupable puisqu'on est parents. Donc on cherche toutes les solutions possibles et inimaginables. Sauf qu'à 3 ans, Victor contracte une septicémie grave. Alors là, Tout à les fait. médecins se penchent un peu plus sur son cas. Et vous dites que pendant en fait 5 ans, ça a été cette errance médicale. Vous avez écumé tous les hôpitaux. Puis il y a 2 ans, vous en avez eu un peu assez. Vous avez décidé de créer une page Facebook. Tout à fait. On a alterné entre les hôpitaux publics, les médecins privés, sans jamais trouver aucune solution pour Victor. Donc un soir, par désespoir de cause, on a créé une page Facebook. Vous dites que c'est comme de jeter une bouteille à la mer en fait. Hein, C'est ça. C'était vraiment ça. parce que Facebook, c'est aussi ça. Ouais, c'est aussi ça. Permettre à des parents qui souffrent comme vous de se dire on va essayer de trouver des solutions. Et c'est à ce moment-là que vous trouvez des médecins. Tout à fait. C'est en désespoir de cause qu'on a créé cette page et on l'a diffusée. Et je me suis couché sur ça en ayant peu d'espoir. Et finalement, le lendemain matin, des dizaines de personnes se sont mis dessus, dont un médecin de l'hôpital Robert Debré à Paris, qui s'est penché sur son cas et qui nous a demandé de venir chez lui pour aller voir ce qui se passait pour Victor. Et alors pendant quelques mois, vous allez travailler avec ce médecin, enfin vous allez aller le voir à Paris. Tout à fait. Ouais. Puis par la suite, il y a eu un peu un palier, vous n'avez pas pu aller plus loin avec lui. Et c'est du coup à la Timone hein, que vous êtes allé... Tout à fait. Pendant 6 mois, les médecins ont fait des grosses recherches par rapport à Victor, pensant pouvoir le soigner avec un traitement qu'ils avaient mis en place, mais qui malheureusement n'a pas fonctionné. Donc on a essayé pendant 6 mois là-bas, et on a vu que l'état de Victor stagnait, voire se dégradait de plus en plus. Donc on a décidé de rejeter une deuxième bouteille à la mer par le biais d'un appel sur Facebook. Et cette fois, c'est un médecin de l'hôpital de la Timone à Marseille qui a répondu présent. Et depuis, on est là-bas. Vous faites des allers-retours tous les mois? On fait des allers-retours sur un rythme de tous les 1 mois, 1 mois et demi. Alors vous avez décidé d'arrêter de travailler le 14 décembre dernier pour vous consacrer totalement à Victor et aussi à votre association, Un combat pour Victor. C'est important pour vous? Tout à fait. Il fallait prendre une décision à un moment donné dans le couple parce que les soins de Victor commencent à être de plus en plus lourds. Donc j'ai décidé d'arrêter de travailler parce qu'on a créé une association justement pour s'occuper de Victor, mais aussi pour s'occuper d'autres enfants malades, parce qu'on s'est souvent entendu dire en discussion entre parents que des parents ne peuvent pas en France aller faire soigner leurs enfants faute d'argent. Pas pour les soins, mais pour toute la logistique qui va autour. On n'a pas tous des congés enfants malades, on n'a pas tous des congés à poser. Les gens ne peuvent pas aller faire soigner leurs enfants parce qu'ils n'ont pas cet argent. Et nous, on l'a vécu et on le vit encore. Et c'est une chose pour moi qui est juste insupportable en fait. Et vous les aidez aussi administrativement parce que c'est très très lourd. Hein. Victor a réalisé son rêve il y a quelques temps. Il a rencontré Mbappé. Alors, est-ce qu'il s'en souvient encore et qu'est-ce qu'il en reste La de photo cette est top histoire, en tout cas. Justement, Victor a pu rencontrer Mbappé à l'occasion d'un match Racing PSG. C'était la boîte à rêves. Hein. Voilà, grâce à l'association donc, de Sabrina et de femmes de foot. Et il a pu réaliser son rêve de rencontrer Mbappé. Ce qui a été vraiment génial, c'est que c'était la veille d'un départ à l'hôpital. Et ce qui a été vraiment sympa pour lui, c'est que Mbappé a pris le temps de discuter avec lui et lui expliquer qu'il était très très fort sur le terrain et que Victor devait être aussi fort que lui en allant à l'hôpital. Et donc du coup, il est parti au bloc opératoire, une grande première avec la photo d'Mbappé sur son oreiller. Et du coup, il a vécu ça super bien finalement. Sébastien, vous n'êtes pas seul dans ce combat et je voulais que ce dernier mot soit pour votre épouse. Tout à parce fait. que je sais que vous lui vouez une admiration, c'est très important. Alors vous avez un message à lui faire passer ce soir. Vous avez déjà les yeux un peu rouges, hein. Ne me faites pas pleurer. Hein. En fait, je voulais passer un petit message parce que souvent les gens me voient comme président de l'association. Je fais souvent des actions, je me mets souvent en avant parce que ma femme est plus discrète.
Mais en fait, sans elle, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait, parce qu'on dit toujours c'est la personne de l'ombre qui fait tout, qui nous console aussi bien le petit que moi quand ça ne va pas, qui me redit « Allez Sébastien, lève-toi », qui console le petit quand ça ne va pas la nuit, et qui est toujours là à nous porter. C'est une petite dame d'1m52, qui fait 1m52 de hauteur, et finalement c'est la plus grande de toute la famille, et je voulais justement lui dédier un petit peu ces mots, et lui dire qu'on l'aimait très très fort, Victor et moi, quoi. Alors, 2 dernières choses. Très vite. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est un petit bon pour une petite croisière, un petit week-end avec votre épouse qui est tatoué sur votre bras. Je vois, c'est magnifique. Et surtout, cette chronique, elle sert aussi à mettre en avant l'association Victor Notre Combat sur Facebook. N'hésitez pas à aller voir ce qui s'y passe et faire vos dons pour ce petit Victor. Voilà, grosse bise à Victor. Bon séjour hein, Merci beaucoup. avec Femmes de Foot Et Croisi Europe. Et Croisi Europe. Merci Sabrina, vous. Bien sûr, on reste ensemble. On vous libère par contre, Sébastien. Yves Vanzy, je rappelle que le rendez-vous du livre et du film, 1er et 2 mars, Aubette, librairie Kléber et Cinémavox. Allez, à suivre, c'est Camisa Negra que nous allons recevoir. Il y aura Diaz, le musicien, et bien sûr Tanguy Flores, après ça. Et ils sont sur ce plateau, Camisa Negra et Diaz, musiciens. Comment allez-vous, Camisa ? Très bien. Premier single, Les Démons, on va en parler dans un petit instant. Mais celles et ceux qui vous regardent là sont en train de se dire, mince, mais je la connais cette fille. Ouais. J'ai fait Nouvelle Star en fait il y a un an passé. Ouais. J'étais dans les finalistes. Exactement. Alors, vous êtes régional de l'étape, hein, quartier à quelques centaines de mètres de Strasbourg, Oui, c'est quartier ça, de effectivement. Neuf, On est off, une vraie Alsacienne. Et comment ça s'était passé sur la Nouvelle Star ? Regardez. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà, j'ai pas baillé, fait des dégâts. Tyson gris Bordeaux bombardier, je vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le bal, main baissée sur le palier. Comme Audrey Tchéméo, je suis médaillée. Vamanos negro, allez d'aller. Alors Benjamin Biolay, déjà la petite larme. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ? J'ai vécu cette expérience vraiment, franchement, c'était les émotions, c'était vraiment un ascenseur émotionnel. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci, je perds mes mots. Et c'était une très très bonne expérience, vraiment. Et Biolay vous a pris sous son aile un petit peu, en papa, quoi. Ouais, c'était un peu le papa du programme, ouais. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous avez chassé vos démons pour sortir un premier single qui porte ce titre-là ? Bah, pas encore, je viens de les installer. Mais ouais, non, c'est mon premier titre et j'en suis très très fière parce que je l'ai fait avec tout mon cœur, toute mon âme, vraiment avec mon équipe. Et ouais, c'était... Premier beau single. Voilà, on en exactement. écoute un petit morceau avant, Tanguy ? Allez-y. Allez, on va écouter un extrait de Démon, regardez. Souhaite-moi du silence, sous ma peau c'est la guerre. Offre-moi le paradis, laisse-moi mettre ma dose d'enfer. J'ai le monde à perdre, faut pas que je me démonte. Au nom du petit loup qui m'éloigne de mes démons. C'est passé des mille images, ils ont plus de 1000 visages. Entre les fous et les sages, ombre et lumière font pas de métissage. La surface est calme et les fonds sont déchaînés. Les vrais auront leur part, les jaloux vont jeûner. Je te fais encore do, ré, mi, fa, sol. Negra et la camisa, blanche et la camisole. Je suis le côté bresson de ta missa. J'arrive à dos de dragon, combien tu mises? Que je t'envoie vérifier si ta mère a aussi du monde. Voilà, c'est quoi les démons de Camisa qu'on détaille un petit peu, Camisa ? Les démons, ben en fait, cette chanson, c'est un peu une chanson... Enfin, je me rebelle un peu. Et ça reflète aussi Enfin, ça montre mes plusieurs facettes, en tout cas. C'est quoi les plusieurs facettes ? Ben, c'est Camisa un peu contente, Camisa pas contente. Voilà, C'est Camisa, ça. voilà, c'est exactement ça, ouais, vraiment. Camisa fait la gueule. Voilà, Camisa a encore râlé. Non, ouais, on a vraiment essayé de faire ça. Et ça a été vraiment compliqué parce que j'aime vraiment différents styles de musique. Et on a essayé de retranscrire tout ça. Justement, on se nourrit de quel artiste pour réaliser ça ? Il y avait Booba tout à l'heure sur la Nouvelle Star. Il y en a plusieurs. Hein. Ouais. Il y a du Booba, comme il peut avoir du Barbara, Ouais. ou du Gilbert Bécaud, ça dépend. Je peux aussi écouter du Rihanna, enfin bref, la liste est... Mélanger Gilbert Bécaud et Booba, faut être très fort. Ouais. Amy Winehouse. Et Amy Winehouse aussi, ouais. Ah, Enfin, c'est un vraiment, grand ça... écart musical, ouais. mais tout ça, ça vous nourrit. Ça part vraiment partout, ouais. Vous êtes d'accord de faire un petit live, Diaz ? Yes. Ah ouais. Hein, Diaz, tu nous as rien dit. Un petit mot sur notre... Salut Diaz. Salut. On l'a pas vu, il y avait un guitariste en plateau. Tiens. Super musicos, voilà. Voilà, un petit mot sur les démons, sur Camisa.
Un petit mot, c'est un projet qui est là depuis des années. Après, Cam, je la connais depuis qu'elle est toute petite, en fait. Ouais, en vérité, ça remonte à très loin. Mais c'est un projet qui va amener d'autres choses. Il va y avoir d'autres titres, il va y avoir des dates, il va y avoir des concerts, forcément. Donc ça, c'est un vrai départ maintenant, les démons. C'est ça. Et puis surtout, ça se trouve sur toutes les plateformes, quelles qu'elles soient, iTunes, Spotify, tout ça. Et plus les réseaux sociaux, Insta, enfin voilà quoi. Camissa, tu nous chantes quoi en live? Et démons. Les démons. Et démons. Eh ben écoute, c'est quand tu veux. Je suis moins douce que ma voix, me dis pas que je suis gentille. Tu crois que tu me vois, je suis loin derrière mes lentilles. À penser des blessures dont tu ignores l'existence. Je chante, j'ai l'air posé, mais je fais dans la résistance. Souhaite-moi du silence, sous ma peau c'est la guerre. Offre-moi le paradis, laisse-moi mettre ma dose d'enfer. J'ai le monde à perdre, faut pas que je me démonte. Au nom du petit bout qui m'éloigne de mes démons. J'ouvre la porte sans les clés. J'ai pas de sous mais j'ai des comptes à régler. Pars-toi avec elle. J'ai le cœur glacé comme cette pétasse d'Arentine. Je suis ni libérée ni délivrée. Par toi tu crois que je le dis pour délirer. Je suis accompagnée, pas de faux pas. Si je t'offre dit personne va te délivrer. J'ai le talent, tu peux pas noter. Me tester plus que moi, t'es culotté. Je te dis, je suis la nouvelle star. Y'a trop de filles de pute qui savent pas noter. Je suis moins douce que ma voix. Me dis pas que je suis gentille. Tu crois que tu me vois, je suis loin derrière mes lentilles. À penser des blessures dont tu ignores l'existence. Je chante, j'ai l'air posé, mais je fais dans la résistance. Souhaite-moi du silence, sous ma peau c'est la guerre. Offre-moi le paradis, laisse-moi mettre ma dose d'enfer. J'ai le monde à perdre, faut pas que je me démonte. Au nom du petit bout qui m'éloigne de mes démons. Merci. Bravo Jazz. Merci beaucoup. Voilà la nouvelle Rosta, comme vous le dites dans le... Ouais. La nouvelle star, c'est elle. Moi, je vous le dis. Les démons, on va le trouver à peu près partout, sur toutes les plateformes. C'est ça. Quelle voix, j'avais des frissons. Vous m'avez mis les poils, voilà. Mais vraiment, je suis super content que vous soyez là. Moi aussi, voilà, je bravo suis super Diaz. contente d'être ici. Moi, je suis Merci très à vous. fan. Restez avec nous, place à Chap, notre camarade. On a 5 minutes pour faire le tour de la meilleure application d'actu sur les téléphones. Allez, une question pour Lionel, Sabrina, tout le monde en plateau. On drague comment aujourd'hui? Comment vous draguez? On drague pas, nous. On drague pas, on est casé, hein. Bah oui. On est casé, on est Comme ça, on fait comment, non? Moi, je sais pas trop encore comment je me place. Mais il a un truc. Ah, il a un truc. J'ai un super truc. J'ai ça. Je voulais un petit peu teaser la semaine dernière. Hein. C'est tout petit. Ça s'appelle Meet Me Pins. C'est imaginé à Schlierbach. À Schlierbach. À côté, on se dit comme ça, on se dit, on ne rigole pas. On ne rigole pas. Voilà, c'est bien. Un petit patelin à côté de Mulhouse, c'est Alexandre et Marie-Claude en couple qui a imaginé ça. C'est quoi? C'est en pins vert où il y a marqué Meet Me Pins. Ils en ont fabriqué 3000 en un peu plus d'un mois quand même. Tout simplement, l'idée, c'est comment on reconnaît les célibataires dans la rue. Tout simplement avec un pins. C'est un petit peu C'est le point rouge des Indiens, je suis célibataire ou je suis marié, quoi. Ouais, c'est ce genre de choses, sauf que tu le mets ici. C'est censé désinhiber un petit peu. Dire, voilà, coucou, je suis célibataire. On se prend pas devant. Voilà, c'est vert, j'y vais pas. Voilà, ce genre de choses, c'est censé faciliter les choses. Vert, quoi. Ouais. Et En gros, voilà. c'est ça. Si t'en as un, je suis si tu veux open. rencontrer quelqu'un, Je suis open, tu j'en ai un, tombes je suis sur open. Tanguy qui en a un. Voilà, il peut se passer des trucs. Ou pas. En tout cas, on n'est pas sur une appli. C'est le Tinder des pins, quoi. Voilà, mais dans la vraie vie. C'est ça. On n'est pas sur une appli, sur des faux profils où on voit un mec super musclé qui a jamais fait de sport depuis 10 ans. Là, on ce voit genre vraiment de que c'est choses, Tanguy, etc. quoi, qui est pas musclé. C'est ça, Tanguy qui est pas musclé. No sport, hein, comme disait Churchill, ce genre de choses. Voilà, et ça a été imaginé dans le Haut-Rhin. Je suis allé les voir, ils le fabriquent dans leur salon avec une petite presse. C'est assez rigolo à faire, à voir. Regardez, je vous propose de rencontrer Alexandre et Marie-Claude. C'est pas l'anti-timidité, c'est le fait de retrouver cette émotion, d'oser aller de nouveau vers les gens et de faire que les gens communiquent à nouveau entre eux. Un pins vert pour dire qu'on donne le feu vert à l'approche pour aborder les gens.
et qu'on est open et qu'on est prêt à rencontrer quelqu'un. Nous, on pense que ça va marcher parce que les gens sont tous connectés, mais ils ne communiquent plus vraiment. Et en fait, beaucoup de gens ont un retour négatif des sites de rencontres. En fait, on fait un bond en arrière. On drague comme à l'époque, comme il y a 20, 30 ans. Il n'y avait pas de pins parce que les gens, ils osaient plus. Parce que les gens n'avaient pas peur, en fait. Là, les gens ont peur. Dès qu'ils vont draguer une fille ou un gars, ils ont peur de se faire remballer. Ils ont peur que la femme ou le mari soit pas loin. Et ils n'osent plus. Les gens n'osent plus aller draguer et se rencontrer. Mais aujourd'hui, être célibataire, c'est pas une honte. Il faut le montrer justement pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir ne plus rester célibataire. C'est pas un anti-Tinder, c'est une autre façon de rencontrer la personne. C'est quelque chose de plus spontané. On aime le plaisir d'aller quand même draguer une personne dans la vraie vie. C'est quand même plus attrayant que de sélectionner quelqu'un sur une page. Ça permet quand même d'avoir une crainte en moins, de dire tiens cette personne, je vais peut-être me prendre un vent parce que la personne est déjà avec quelqu'un ou machin. Là ça veut dire j'ai feu vert, elle est seule, je peux aller l'aborder. Je vais peut-être lui plaire, je vais peut-être pas lui plaire, mais au moins j'aurais osé, grâce à son petit pins qu'elle porte sur elle, je l'aurais abordé. Ouais, ça a plu à Camissa visiblement. C'est ça. J'adore l'idée de Diaz et de Camissa, c'est de dire pins rouge pour dire non, tu m'approches pas. Et pins orange, je sais pas trop, peut-être, ça dépend, peut-être toi, peut-être pas, c'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a une petite baleine voilà. des rivières maintenant. Tu me parles d'une baleine des Ouais, rivières. c'est rapide, c'est vachement bien, ça fait beaucoup réagir sur Chap cette semaine. Ça s'appelle H2 Hope, c'est en projet. Alors c'est une baleine, c'est une espèce de petite bouée sans moteur qu'on a installée à Malraux, c'est pour nettoyer les rivières. Ils ont récupéré 75 bouteilles et 31 kilos de cochonneries. Vos C'est cochonneries, parce que le but du jeu c'est d'installer ces espèces de petites baleines là, mécaniques avec une bouée, de rattraper les bouteilles en plastique, les emballages que tout le monde jette dans l'eau. Et c'est vraiment pas bien parce que même si on jette ça à Strasbourg, ça peut finir quand même dans les océans, dans les mers, etc. etc. Et ça peut faire beaucoup de mal aux animaux. Il y a une autre association qui s'appelle Sea Shepherd à Strasbourg qui milite beaucoup là-dessus pour dire ne jetez pas, ça finit dans l'océan et ça tue des animaux. Et donc 31 kilos de déchets en quelques jours juste dans le bassin Malraux. Voilà. 31 kilos de déchets. 31 kilos de déchets, ouais, dans le bassin Malraux. Donc tu mets ta canette de coca, ton truc, ton machin, tu jettes ça là-dedans. Il y a des poubelles partout. Il y a encore des gens qui ne savent pas où se trouvent les poubelles. C'est incroyable. Tanguy, merci beaucoup. Et De tout rien. Ça se retrouve sur Chap. Voilà l'application. Merci beaucoup Sabrina. Merci Diaz d'être venu accompagner Camissa Negra. Longue vie à ce premier single. Merci. Et tu viendras présenter l'album ici. Oh, il y en aura plein d'autres. On reviendra, promis. Eh ben, ça sera avec grand plaisir. On se quitte nous avec le tour des cantons. On va se pencher sur la parentalité des personnes en situation de handicap. Moi, je vous dis à demain, 19h. Salut. Nous avons des coussins triangulaires que l'on prête aussi aux familles. Et ça permet de langer le bébé ou de s'occuper de son enfant. Quand on est en fauteuil roulant, c'est important d'avoir le lien entre le regard de l'enfant et le regard de la maman. Parce qu'une maman valide va s'occuper de son enfant debout. Et si on pose l'enfant à plat, son regard va être automatiquement dirigé vers le plafond. Des liquages, des tables allongées, des baignoires, autant d'accessoires habituels des jeunes parents, mais ceux-ci sont adaptés aux parents en situation de handicap. Nous sommes au service d'aide à la parentalité des personnes handicapées à Strasbourg. Fondé en 2015, ce service expérimental mis en place par l'APF accompagne les parents atteints de handicap moteur depuis leur désir d'enfant jusqu'aux 7 ans des petits. Les questions vraiment qu'on a souvent, c'est il y a quand même une très grande peur du placement de cet enfant, peur qu'on leur enlève cet enfant. Après, quand on a par exemple, quand on ne peut pas le porter, quand on est en fauteuil, comment faire dans le quotidien. Voilà. Donc on répond un petit peu à toutes ces questions, notamment, alors on a du matériel adapté qu'on peut mettre à disposition des personnes, on peut leur prêter. On est également là pour faire le lien avec les PMI pour assurer en fait tout ce qui est en fait service d'aide sociale à l'enfance, puisqu'on est derrière, on connaît le handicap, on va tout à fait adapter cet accompagnement, rassurer les mamans qui ont, j'ai envie de dire comme toutes les mamans, les questions qu'on peut avoir lors d'une première grossesse. Évidemment, la maman a le libre choix d'aller accoucher où elle souhaite. Longtemps tabou, voilà quelques années que les questions de sexualité et de parentalité des personnes en situation de handicap se posent au grand jour. Au conseil départemental, on a choisi la date symbolique du 14 février pour organiser une rencontre débat autour de ces thématiques. Dans les travées,
des professionnels, des chercheurs, des familles et bien sûr des personnes en situation de handicap. Et c'est un chemin où on avance pas à pas. Il y a encore quelques années, on ne parle pas de ce sujet qui est très important, mais aussi sensible, mais qu'il convient néanmoins d'aborder, puisqu'il est important autant pour les tuteurs, les parents et surtout les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, l'objectif d'éliminer toute discrimination à l'égard des personnes handicapées dans les domaines de la vie sentimentale et familiale est globalement partagé par les acteurs du handicap. À l'Association des paralysés de France, si l'on se félicite de l'évolution rapide des mentalités, on souhaite que la loi et les dispositifs d'aide suivent afin que les personnes en situation de handicap puissent avoir des parcours de parents les plus ordinaires possibles. Actuellement, malheureusement, on accompagne les personnes en mettant en place des systèmes un peu extra-légaux, dérogatoires, pour accompagner notamment les mamans qui rentrent de la maternité avec des enfants dont elles ne peuvent pas techniquement forcément s'occuper. Mais c'est très compliqué, donc on souhaiterait que ça soit étendu à cette question de la parentalité, mais pas qu'à la naissance de l'enfant juste après que le bébé soit né, mais aussi sur toute l'avancée en âge de cet enfant qui doit avoir un parent en capacité de l'accompagner sur ses activités, dans ses lieux de vie, dans des clubs sportifs, aller dans le bureau des professeurs dans les collèges. Voilà, c'est beaucoup plus large que ça. Et ne s'agit-il pas d'un projet d'un être dépendant qui aura la responsabilité d'un autre être dépendant ? En matière de handicap, rien n'est simple. Pour les personnes en situation de handicap mental, fonder une famille peut les mener dans des situations complexes et délicates à gérer. La maman d'Amandine était elle-même handicapée et jugée incapable de s'occuper de sa fille. Ainsi, Amandine fut placée très jeune en famille d'accueil et n'eut que peu de rapport avec sa mère, à peine quelques heures par mois accompagnée de professionnels. Ça m'a manqué, j'ai peur que ma maman ne m'aimait pas beaucoup quand j'étais jeune et ça me faisait mal au cœur. Ils l'ont retrouvé et que je vais... Aujourd'hui, la jeune fille est en train de reconstruire la relation avec sa mère et dort un week-end par mois chez elle. Pour Annie Rué de l'association Travail et Espérance, l'histoire d'Amandine illustre bien une des problématiques qui touchent les personnes en situation de handicap mental quand elles ont des enfants. Souvent, c'est un enfant du partage. Beaucoup de travailleurs sociaux tournent autour de cet enfant et on oublie de laisser aux parents la possibilité de choix et de décider ce qu'ils veulent vraiment pour l'avenir de leur enfant. Que ce soit par exemple un placement en internat scolaire, on pense au bien-être de l'enfant sans se soucier de la vie des parents. Et en fait, j'ai l'aîné qui est en famille d'accueil depuis l'âge de... Pour Camara, être parent, c'est un combat quotidien, plus que pour beaucoup d'entre nous. Mère de 2 enfants, elle élève sa fille cadette à domicile, mais son fils aîné est lui placé en famille d'accueil. Il y a eu des petites complications après la naissance de l'aîné, donc ça a été un peu de trop. Puis après, j'ai fait une dépression. Donc à 6 mois, ils me l'ont placé en famille d'accueil. Donc depuis maintenant... je me bats pour le récupérer, donc c'est un combat très très long. Et puis entre-temps, j'ai rencontré le papa de ma fille, parce que j'ai 2 enfants différents. Et le père a été toujours là pour la deuxième, quoi. Et j'ai le placement à domicile, ça veut dire qu'il y a une éducatrice qui vient 1 fois par semaine à la maison. Merci beaucoup, Camara. Camara espère bien voir son fils revenir chez elle et pouvoir élever ses 2 enfants ensemble. 2 parcours de vie cabossés, mais marqués par le désir de faire famille, comme tout à chacun. Ce sont des dizaines d'histoires comme celle-là qui interrogent les institutions. Annie Rué, qui a suivi les 2 femmes, plaide pour le droit des personnes en situation de handicap mental à essayer, quitte à se tromper. Dans certaines situations, on peut avoir des doutes, mais je crois qu'il faut après laisser vivre les choses et l'expérience se fait, et puis après, c'est comme nous, on peut très bien faire un enfant avec un partenaire et puis au bout d'un moment se rendre compte qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Alors pourquoi pas les personnes en situation de handicap vivraient-ils pas la même chose que nous ? Les personnes ont déjà pris leur décision. À charge pour les institutions de bien accompagner parents et enfants dans le respect des droits et intérêts de tous.